Nous vivons avec un esprit saturé. Nous courons, pensons, répondons, mais rarement nous respirons calmement. Nous nous sommes habitués à un esprit pollué par l'excès, excès d'informations, de bruit, de comparaison. Et le pire, c'est que nous le voyons désormais comme quelque chose de normal. Mais ce n'est pas le cas. L'esprit n'est pas né pour être en guerre avec lui-même. L'esprit a besoin d'espace. Il a besoin de silence. Vous ne pouvez pas trouver la paix si votre tête est pleine de choses qui ne vous appartiennent pas. La philosophie stoïcienne l'a compris il y a des siècles. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous pensez, mais vous pouvez décider quelles pensées vous nourrissez. Les neurosciences le confirment. Lorsque vous apprenez à observer sans réagir, le cerveau change. Les centres de stress s'éteignent et la partie qui vous donne de la clarté s'active. En d'autres termes, le calme n'arrive pas lorsque tout est en ordre, mais lorsque vous apprenez à maintenir l'équilibre au milieu du désordre. Désintoxiquer l'esprit n'est pas un luxe, c'est une urgence. C'est nettoyer la saleté invisible que nous accumulons chaque jour. L'inquiétude, la comparaison, la culpabilité, la surexposition. Il ne s'agit pas de fuir le bruit, mais de reprendre le contrôle de ce qui entre dans votre esprit. Ceci n'est pas une vidéo de belles phrases, c'est un entraînement pour votre esprit. 8 leçons pratiques, simples, réelles, des stratégies pour que vous commenciez à respirer à nouveau, pour que vous arrêtiez de vivre en pilote automatique et retrouviez la clarté. Le calme n'est pas l'absence de pensée, c'est la présence consciente. Il ne s'agit pas d'éliminer le bruit, mais de choisir ce qui vaut la peine d'être écouté. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous pourriez découvrir que la véritable paix ne se cherche pas, elle se travaille. 1. Fais le silence quelques minutes par jour. L'esprit est comme un champ de bataille à l'aube. Les pensées entrent comme des soldats sans ordre. Certains courent, d'autres crient, et toi, au milieu de tout cela, tu essaies juste de rester debout. Vivre avec l'esprit plein de bruit, c'est vivre en guerre constante. C'est pourquoi le silence n'est pas une option, c'est une stratégie. Faire le silence quelques minutes par jour ne signifie pas éteindre le monde. Cela signifie se reconnecter à son centre avant que le chaos ne t'emporte. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de soi-même. Nous sommes tellement habitués à remplir chaque espace avec des stimuli que nous oublions ce qui se passe lorsque nous ne faisons simplement rien. Mais dans cet instant de quiétude, l'esprit commence à se réorganiser, à nettoyer l'excès de pensée qui s'accumule comme de la poussière invisible. Les neurosciences démontrent que le silence active des régions du cerveau qui régénèrent les connexions neuronales, les mêmes qui s'usent lorsque nous vivons saturés de bruit. C'est comme si le cerveau profitait de cet instant pour respirer. Marc Aurèle disait que personne ne peut se trouver lui-même s'il fuit toujours le silence. Et il avait raison. Celui qui ne supporte pas d'être seul avec ses pensées ne se connaît pas encore. Le silence révèle ce que le bruit cache, tes véritables émotions, tes peurs non résolues, les choses que tu repousses à affronter. Mais il te montre aussi quelque chose de plus important, ta capacité à rester calme sans dépendre de rien d'extérieur. C'est dans ces minutes que ton esprit cesse de réagir et commence à observer. Fais de ce petit rituel une pratique quotidienne. Tu n'as pas besoin d'un temple, ni de musique, ni de bougies. Tu as juste besoin de t'arrêter. Éteins ton téléphone, ferme les yeux et écoute. Au début, le silence est inconfortable, parce que ton esprit cherchera à le remplir, mais si tu persévères, tu remarqueras quelque chose de différent. Le corps se détend, la respiration devient plus profonde, et les pensées perdent de leur force. Elles ne disparaissent pas, mais elles cessent de te dominer. Ce moment de quiétude n'est pas une perte de temps, c'est un gain d'énergie mentale. C'est l'entraînement qui te prépare à affronter la journée sans être emporté par le bruit des autres. Si tu ne trouves pas le temps de faire silence, le silence finira par te trouver sous forme d'anxiété, d'épuisement ou de confusion. Le silence ne punit pas, il nettoie. Il ne te retire pas de productivité, il te rend la clarté. Faire le silence, c'est comme réinitialiser le système d'exploitation de l'esprit. C'est une pause consciente où tu reprends le contrôle de ce que tu penses, dis et fais. En le pratiquant avec constance, tu remarqueras comment ton esprit cesse de réagir à chaque stimulus. Les mots offensants ne blessent plus autant.
les problèmes ne semblent plus si grands et les décisions coulent plus naturellement. Parce que le silence n'éteint pas seulement le bruit externe, il baisse aussi le volume de l'interne. Souviens-toi de ceci. Le bruit du monde ne disparaîtra jamais, mais tu peux apprendre à te déplacer au milieu de lui sans te perdre. Le silence est ton bouclier invisible, ton espace sacré, ton moment pour revenir à toi. Consacre-lui quelques minutes chaque jour, et tu découvriras qu'il n'y a pas de plus grande force que celle de celui qui peut rester calme quand tout autour crie. Parce que dans cet instant de silence, l'esprit ne s'éteint pas, il s'ordonne. Et quand l'esprit s'ordonne, tout le reste commence à avoir du sens. 2. Écris ce que tu penses pour libérer ton esprit. L'esprit est comme une pièce fermée, pleine de papiers éparpillés sur le sol. Chaque papier est une pensée que tu n'as pas traitée, une préoccupation que tu as gardée, une idée que tu n'as jamais lâchée. Tu essaies de marcher entre eux, mais tu trébuches encore et encore. Écrire, c'est ouvrir les fenêtres de cette pièce et laisser entrer l'air. C'est mettre de l'ordre dans le chaos invisible que tu portes en toi. Quand tu écris, tu ne fais pas quelque chose de trivial. Tu libères du poids mental. Beaucoup sous-estiment le pouvoir de l'écriture parce qu'ils pensent qu'il s'agit simplement de mettre des mots sur un papier, mais en réalité, c'est un acte de nettoyage mental. Les neurosciences expliquent que l'écriture de ce que tu ressens active des zones du cerveau liées à la régulation émotionnelle. C'est comme si, en traduisant les pensées en mots, le cerveau comprenait qu'il n'a plus besoin de les garder en rotation. C'est pourquoi, après avoir écrit, on se sent soulagé. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. La philosophie stoïcienne pratiquait déjà cette discipline bien avant l'existence de la psychologie moderne. Marc Aurèle écrivait chaque nuit, non pas pour être rappelé, mais pour se comprendre. Ses écrits étaient sa façon de dialoguer avec lui-même, d'identifier ses faiblesses et de les transformer en sagesse. Et tu peux faire la même chose. Tu n'as pas besoin d'être écrivain, tu as besoin d'être honnête. Prends un cahier, écris sans filtre, sans chercher des phrases parfaites. Tu ne le fais pas pour publier, tu le fais pour libérer. Écrire ce que tu penses est comme vider un verre qui est sur le point de déborder. Tu ne peux pas te remplir de clarté si tu continues à accumuler des pensées non traitées. Quand tu les mets sur papier, quelque chose change. La peur devient plus petite, la colère se dissout, la confusion prend forme. Écrire est une façon de t'observer de l'extérieur, de voir ce que ton esprit essaie de te cacher quand tu penses sans t'arrêter. Fais-le à ta manière. Tu peux écrire chaque matin ce qui te préoccupe ou chaque soir ce dont tu es reconnaissant. Tu peux écrire des listes, des phrases lâches ou simplement te défouler. L'important n'est pas le format, mais l'intention. Ne cherche pas un sens à chaque mot. Le sens apparaît quand tu les laisses couler. Si tu sens que tu n'as pas le temps, rappelle-toi que quelques minutes suffisent pour vider l'esprit. La différence entre un esprit surchargé et un esprit calme peut se trouver dans une simple feuille écrite. Parfois, nous croyons que penser beaucoup nous rend plus conscients, mais ce qui nous rend vraiment libres, c'est de penser clairement, et cela ne peut être réalisé qu'en éliminant ce qui gêne. Quand tu n'écris pas, les pensées s'accumulent, se répètent et se déforment. Quand tu les écris, tu les observes à distance, et tu peux te répondre avec plus de rationalité. Écrire n'élimine pas les problèmes, mais t'aide à les comprendre sans qu'ils te dévorent. L'écriture est une forme de thérapie silencieuse, un espace où personne ne t'interrompt, où tu n'as pas besoin de prétendre que tu vas bien. C'est l'endroit où ton esprit se dénude et peut se reposer. Parce que tant que tu continues à tout porter à l'intérieur, tu continueras à te sentir épuisé. En revanche, lorsque tu le lâches sur le papier, l'esprit respire et se renouvelle. Pense à ceci. Chaque mot écrit est une charge de moins que tu portes. Chaque phrase que tu libères, c'est une pensée qui cesse d'occuper de l'espace. Tu n'as pas besoin d'écrire bien, tu as besoin d'écrire avec vérité. Et quand tu le fais, sans t'en rendre compte, tu entraînes ton esprit à vivre avec plus de légèreté. Écrire n'est pas une habitude banale, c'est une forme de paix. Parce que celui qui s'écrit, s'écoute. Et celui qui s'écoute commence à guérir. 3.
Calme ton esprit en faisant quelque chose avec tes mains. L'esprit a besoin de mouvement, mais pas n'importe quel mouvement. Le corps est sa meilleure ancre, son rappel que tu es ici, dans le présent, non piégé dans des pensées qui te tirent vers le passé ou l'avenir. Quand les mains travaillent, l'esprit se repose. C'est comme si, en lui donnant une tâche physique, le cerveau lâchait le poids de ce qu'il ne peut pas résoudre. C'est pourquoi les activités simples, manuelles, presque insignifiantes, sont parfois celles qui guérissent le plus. Cuisiner, dessiner, réparer quelque chose, planter une graine ou simplement nettoyer une pièce peuvent devenir des exercices d'attention pure. Nous vivons à une époque où tout est numérique, où les doigts ne touchent que des écrans et où les mains ne créent plus, elles glissent seulement. Mais le cerveau n'a pas été fait pour autant de stimulation sans contact réel. Les neurosciences ont montré que l'utilisation des mains active des régions du cerveau liées au calme et à la concentration, les mêmes qui s'éteignent lorsque tu te perds dans des pensées répétitives. En d'autres termes, lorsque tu fais quelque chose avec tes mains, tu dis à ton esprit de se reposer. Les stoïciens comprenaient ce principe, bien qu'ils ne l'expliquaient pas en termes scientifiques. Ils savaient que le corps était un outil pour entraîner l'esprit. Épictète, qui est né esclave et est devenu un sage, disait que ce qui importe n'est pas ce qui se passe, mais ce que tu fais avec ce qui se passe. Et se faire n'est pas toujours penser davantage. Parfois, c'est agir simplement, canaliser l'énergie dans quelque chose de tangible. Lorsque tu te sens submergé, au lieu de chercher à te distraire avec un écran, occupe tes mains. Répare quelque chose que tu as remis à plus tard, cuisine calmement, écris une lettre, lave la vaisselle sans te presser. Peu importe l'activité, ce qui compte, c'est la présence. C'est là que la magie opère. Lorsque tes mains bougent, ton esprit s'aligne sur le présent et l'anxiété perd de sa force. Il y a quelque chose de profondément humain à créer ou à bouger les mains de manière consciente. C'est un langage que le corps comprend mieux que les mots. Au moment où tu formes quelque chose avec tes mains, tu formes aussi tes pensées. Le cerveau interprète ce mouvement comme un signal de contrôle et de stabilité. C'est pourquoi, après avoir accompli une tâche physique, tu ressens un ordre mental. Ce n'est pas un hasard, c'est une connexion. Le problème de beaucoup est qu'ils cherchent la paix mentale uniquement à partir de la tête, ignorant que le corps pense aussi, traite aussi, libère aussi. Tu ne peux pas calmer l'esprit sans impliquer le corps. Chaque action simple devient une méditation active lorsque tu la fais avec présence. Et pendant que tes mains travaillent, le bruit interne s'éteint sans que tu aies à lutter contre lui. Faire quelque chose avec les mains est une forme de méditation sans fermer les yeux. C'est être en silence pendant que le corps parle. C'est revenir à l'essentiel. Ne sous-estime pas la tranquillité que peut te donner le fait de plier tes vêtements, de tailler une plante ou de réparer quelque chose de cassé. Ces moments te rendent le sentiment de contrôle et de présence, qui se perd souvent entre les écrans, les pensées et les distractions. Souviens-toi que le corps est le véhicule de l'esprit, et si tu ne l'impliques pas, le bruit mental s'accumule. Lorsque tu bouges les mains, tu équilibres ce que tu penses avec ce que tu fais. Calmer l'esprit ne nécessite pas toujours du silence ou une réflexion profonde. Parfois, il suffit d'agir. Une action consciente, simple, physique. Parce qu'à l'instant où tes mains sont occupées, ton esprit, enfin, peut se reposer. 4. Réduis le bruit de l'information et des réseaux. L'esprit humain n'a pas été conçu pour porter autant de voix en même temps. Auparavant, le bruit provenait de l'environnement. Maintenant, il provient de la poche. Nous vivons avec une tempête numérique constante, où chaque notification est un coup de vent et chaque opinion étrangère un éclair qui distrait. Et alors que tu penses être connecté au monde, en réalité tu te déconnectes de toi-même. L'esprit est surchargé, confus et perd son focus. Réduire le bruit de l'information n'est pas se déconnecter de la réalité, c'est se reconnecter à la tienne. La saturation mentale n'est pas toujours perceptible. Elle se déguise en fatigue, en anxiété sans raison ou en manque de concentration. Tu te lèves et la première chose que tu fais est de regarder un écran. Avant d'écouter ta propre pensée, tu écoutes déjà des centaines d'autres. Chaque nouvelle, chaque commentaire, chaque image impacte ton cerveau qui essaie de traiter plus qu'il ne peut.
Les neurosciences expliquent que l'excès d'informations active les mêmes circuits cérébraux qui sont déclenchés en cas de danger. En d'autres termes, ton corps est en alerte sans raison. C'est pourquoi tu finis épuisé même sans avoir fait d'efforts physiques. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre le danger de laisser le monde envahir ton esprit. Sénèque disait que celui qui se disperse en trop de choses perd le pouvoir de diriger sa vie. Aujourd'hui, ce conseil est plus urgent que jamais. Tu ne peux pas être calme si ton esprit appartient aux notifications. La sérénité nécessite des limites, même avec l'information. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as besoin de savoir ce qui te construit. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde. Il s'agit de ne pas se laisser emporter. Commence par quelque chose de simple. Établis des moments sans écran. Laisse ton esprit s'habituer au silence de l'information. Ne vérifie pas les réseaux dès que tu te réveilles. Laisse ta voix être la première que tu entends chaque jour. Filtre ce que tu consommes. Tout ce qui brille n'est pas de la connaissance. Demande-toi avant de lire ou de regarder quelque chose. Est-ce que cela m'apporte ou me contamine? Si cela ne te rend pas plus clair, plus calme ou plus sage, cela ne vaut probablement pas ton attention. Réduire le bruit de l'information est aussi un acte de respect envers toi-même. C'est mettre une limite au monde pour protéger ton espace mental. Dans un univers où tout le monde veut parler, apprendre à écouter moins devient une forme de pouvoir. Chaque fois que tu choisis le silence numérique, tu récupères de l'énergie et de la clarté. Tu remarqueras comment ton cerveau commence à se détendre, comment tes pensées coulent sans interférence. Ce qui t'agitait avant commence à te sembler sans importance. Parce qu'une grande partie du stress que tu ressens n'est pas le tien, il est emprunté au bruit externe. Quand tu contrôles ce qui entre dans ton esprit, tu contrôles ta paix. Il ne s'agit pas de te déconnecter pour toujours, mais d'utiliser la technologie sans qu'elle ne t'utilise. Le problème n'est pas l'appareil, mais le manque de discipline mentale. Si chaque minute libre est remplie de contenu étranger, tu te voles l'espace dont ton esprit a besoin pour penser par lui-même. Et un esprit qui n'a pas d'espace pour penser cesse de créer, cesse de réfléchir, cesse de vivre avec intention. Réduire le bruit est un acte de courage. C'est dire assez dans un monde qui exige ton attention constante. C'est décider que ton esprit ne sera pas une poubelle d'informations, mais un jardin que tu choisis de cultiver. Quand tu réussiras à filtrer le bruit, tu découvriras quelque chose de puissant. Le silence ne t'isole pas, il te centre. Parce que la clarté n'apparaît pas quand tu en sais plus. Elle apparaît quand tu arrêtes d'écouter autant. 5. Laisser certaines idées rester sans résolution. L'esprit humain ressemble à un mécanicien qui ne supporte pas de laisser une pièce détachée. Dès qu'il perçoit quelque chose d'incomplet, il se précipite pour le réparer, même s'il n'a pas les outils ni le temps. C'est ainsi que nous finissons par nous épuiser, essayant de conclure chaque pensée, de comprendre chaque émotion, de résoudre chaque doute. Mais certaines choses n'ont pas besoin de réponse immédiate. La tranquillité d'esprit ne vient pas de la clarté totale, mais de l'acceptation que certaines idées doivent rester en silence jusqu'à ce que l'esprit soit prêt à les comprendre. Le cerveau cherche à boucler les boucles, c'est dans sa nature. Les scientifiques appellent cela l'effet Zeigarnik, cette tendance du cerveau à garder ouvertes les tâches inachevées. Cependant, lorsque tout est perçu comme une tâche en attente, le résultat est l'épuisement mental. Vous essayez de résoudre le passé, de prévoir l'avenir, d'expliquer ce que vous ressentez, d'anticiper ce que les autres pensent. Vous finissez par être prisonnier de vos propres interprétations. Apprendre à laisser certaines idées flotter sans direction est une forme de liberté. Les stoïciens l'entendaient de manière pratique. Épictète enseignait que se soucier de ce que l'on ne peut contrôler est un gaspillage d'énergie vitale. Et dans l'esprit, cela signifie apprendre à ne pas forcer la clarté. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque pensée. Vous avez juste besoin de l'observer. Parfois, la confusion n'est pas un problème à résoudre, mais une phase du processus de croissance. Si l'esprit était un jardin, certaines graines auraient besoin d'obscurité avant de fleurir. Laisser quelque chose sans résolution n'est pas abandonner, c'est faire confiance. C'est reconnaître que l'esprit a aussi besoin de pause pour traiter.
Les neurosciences ont démontré que les moments de repos mental permettent au cerveau de réorganiser l'information et de générer des solutions créatives. Lorsque vous lâchez l'obsession de comprendre, l'inconscient continue de travailler pour vous. Soudain, sans effort, la réponse apparaît, claire et simple, au moment le moins attendu. Toute pensée ne mérite pas votre attention immédiate. Chaque doute ne mérite pas d'être disséqué. Parfois, la sérénité consiste à laisser la pensée passer sans l'attraper. Lorsque vous le faites, vous remarquez que beaucoup de vos préoccupations n'étaient que du bruit déguisé en importance. Il n'y a rien de plus libérateur que de regarder une idée sans avoir besoin de l'expliquer. L'obsession de tout résoudre est un reflet de la peur du vide. Nous voulons contrôler chaque sensation parce que nous craignons de faire face au silence qui reste lorsque nous lâchons prise. Mais l'esprit ne guérit pas avec des réponses, il guérit avec de l'espace. Au lieu de remplir chaque vide, permettez-vous de ne pas savoir. Vous n'avez pas besoin d'avoir une clarté sur tout ce que vous ressentez, ni une explication pour chaque décision passée. La maturité mentale arrive lorsque vous pouvez regarder une question et dire « je ne sais pas encore ». Et c'est bien. Cette acceptation est le pouvoir. C'est la maîtrise d'un esprit qui ne se noie plus dans le besoin de tout comprendre. C'est savoir que la vie ne vous doit pas d'explication et que la sagesse arrive lorsque le temps et l'expérience le permettent. Laisser quelque chose sans résolution est une forme de respect pour votre propre processus. C'est vous dire « je n'ai pas besoin de presser mon esprit, j'ai besoin de faire confiance à son rythme ». Lorsque vous apprenez à vivre avec l'incertitude, l'anxiété perd de sa force. Ce qui vous tourmentait auparavant devient léger. Vous découvrez que beaucoup de choses que vous vouliez résoudre ne nécessitaient pas d'action, mais de la patience. Parce que toutes les portes ne s'ouvrent pas de force. Certaines s'ouvrent lorsque vous apprenez à attendre. 6. Et un espace juste pour être au calme. L'esprit a besoin d'un refuge du monde, tout comme le corps a besoin de repos. Si tu es entouré de bruit, d'obligations et de stimuli toute la journée, tu finis par penser que vivre en alerte est normal. Mais ce n'est pas le cas. Le calme n'arrive pas par hasard, il se construit. C'est pourquoi tu as besoin d'un espace, physique ou symbolique, où ton esprit comprend qu'il peut baisser la garde. Un lieu qui n'est pas rempli d'exigences ou d'écran, mais de silence et de présence. Il n'a pas besoin d'être grand ou spécial. Il peut être un coin de ta chambre, une chaise près de la fenêtre ou un parc où tu te sens en paix. L'important est que cet espace soit ton rappel que tout dans la vie n'exige pas d'action. La philosophie stoïcienne enseignait que le sage ne fuit pas le monde, mais ne se laisse pas non plus consumer par lui. Cet équilibre s'entraîne en créant des pauses, des espaces où l'âme respire sans être observée. Les neurosciences confirment que l'environnement façonne l'état mental. Un environnement ordonné, silencieux et simple réduit la production de cortisol, l'hormone du stress. En revanche, un environnement saturé d'objets, de lumière et de sons maintient le cerveau en mode défense. C'est pourquoi, lorsque tu entres dans un lieu calme, tu ressens un soulagement immédiat. Le corps comprend qu'il peut se détendre et l'esprit le suit. Créer un espace de calme n'est pas un luxe, c'est une hygiène mentale. Beaucoup confondent productivité avec bien-être. Ils pensent que se reposer est une perte de temps, alors qu'en réalité, c'est le moment où l'énergie est restaurée et ensuite transformée en action. Tu ne peux pas penser clairement si tu ne t'arrêtes jamais. Les stoïciens le savaient, le repos n'est pas de la paresse, c'est une stratégie. Un esprit fatigué ne raisonne pas, il réagit seulement. Quelques minutes de silence dans ton refuge quotidien peuvent faire la différence entre agir avec sagesse ou impulsivement. Dans cet espace de calme, il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Ne médite pas si tu ne le souhaites pas, ne lis pas, ne planifie pas. Assieds-toi simplement et laisse le silence te réconforter de l'intérieur. Au début, cela peut sembler inconfortable, surtout si tu es habitué à la stimulation constante. Mais si tu restes là, peu à peu ton esprit comprendra qu'il n'a pas besoin d'être occupé pour avoir de la valeur. Ce moment deviendra une ancre, un lieu mental auquel tu pourras revenir même lorsque le monde deviendra chaotique. Ton espace de calme peut aussi être symbolique.
Il peut s'agir d'une routine courte, comme préparer du café en silence ou marcher sans écouteurs. Ce sont des actes simples qui disent au cerveau « Maintenant, nous nous reposons ». Et plus tu répètes ce rituel, plus vite ton esprit entrera dans un état de sérénité. Il ne s'agit pas de fuir le bruit, mais de t'apprendre à construire ton propre silence au milieu de celui-ci. Lorsque tu fais de cet espace une habitude, tu commences à remarquer des changements subtils. Les jours ne semblent pas si lourds. Les décisions ne sont pas prises à la hâte. Les émotions ne te gouvernent pas aussi facilement. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu as maintenant un refuge interne auquel revenir. Le calme devient ton terrain naturel, pas une exception. Rappelle-toi ceci. L'esprit a besoin d'un endroit où il n'a pas besoin d'être fort, où il n'a pas besoin de penser à quoi que ce soit, où il peut simplement exister. Tu ne trouves pas cet espace, tu le crées. C'est le terrain où la clarté fleurit, où les soucis se dissolvent et où tu te rappelles que vivre n'est pas synonyme d'être occupé. Crée ce refuge, prends-en soin et visite-le chaque jour. Parce que celui qui n'a pas d'endroit pour se calmer finit par le chercher au mauvais endroit. 7. Apprenez à dire « c'est fini » et à lâcher prise. Il arrive un moment où continuer à penser à la même chose devient une forme de punition. L'esprit s'accroche à ce qu'il ne peut pas changer, comme une main qui serre une corde jusqu'à saigner sans comprendre que la douleur ne s'arrête que lorsqu'elle lâche prise. Dire « c'est fini » ne signifie pas abandonner, cela signifie accepter que l'insistance est aussi fatigante. Cela signifie comprendre que l'énergie mentale est limitée et que tout ne mérite pas de continuer à vivre dans votre tête. Lâcher prise est un acte de maturité, de sagesse et de respect envers soi-même. Le cerveau a tendance à s'accrocher aux pensées non résolues parce qu'il cherche à clore des histoires. Mais souvent, ce que vous essayez de fermer ne dépend pas de vous. Répéter le passé ne fait que renforcer le schéma de souffrance. Les neurosciences ont démontré que revivre mentalement une expérience active les mêmes zones cérébrales que lorsqu'elle s'est produite pour la première fois. En d'autres termes, chaque fois que vous revenez à ce qui a déjà eu lieu, votre corps le ressent à nouveau. C'est pourquoi lâcher prise n'est pas un geste symbolique, c'est une façon de guérir biologiquement. Les stoïciens l'ont bien compris. Marc Aurèle écrivait que le poids des choses ne réside pas dans les faits, mais dans la façon dont nous les maintenons dans notre esprit. S'accrocher à quelque chose qui est déjà terminé est une forme d'esclavage émotionnel. La liberté mentale commence lorsque vous acceptez que tout ne mérite pas un second regard. Parfois, la véritable force réside dans le fait de faire un pas en arrière, de respirer et de dire « c'est fini, j'ai appris ce qu'il fallait et je continue ». On n'apprend pas à lâcher prise en théorie, on s'entraîne à le faire dans la pratique quotidienne. Commencez par les petites choses. Arrêtez de relire d'anciennes conversations, arrêtez d'analyser ce que vous avez dit, arrêtez d'imaginer des scénarios qui ne se produiront jamais. Chaque fois que vous choisissez de ne pas revenir sur la même chose, vous enseignez à votre esprit à faire confiance au présent. Et lorsque vous y parvenez, vous ressentez une véritable légèreté, celle qui arrive lorsque vous arrêtez de lutter contre ce qui ne peut pas être changé. La plupart des gens ont peur de lâcher prise parce qu'ils confondent le détachement avec l'indifférence. Mais lâcher prise n'est pas oublier, c'est libérer. Ce n'est pas nier ce qui s'est passé, c'est arrêter de le porter. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne doit avoir de pouvoir sur votre paix intérieure. Dire « c'est fini », c'est vous rappeler que votre bien-être ne peut pas dépendre de ce que vous ne contrôlez pas. C'est un acte de pouvoir silencieux, une façon de prendre le contrôle de votre esprit lorsque la vie ne se passe pas comme vous l'espériez. Au début, cela fera mal, parce que lâcher prise fait toujours mal. Mais cette douleur est le prix de la liberté. Vous ne pouvez pas avancer si vous restez attaché à ce qui est déjà parti. Lorsque vous apprenez à dire « c'est fini » avec conviction, l'esprit comprend que le cycle est terminé. Ce qui suit est de l'espace, de la clarté et de la paix. Les neurosciences le confirment. Lâcher prise libère de la dopamine, la substance qui produit une sensation de soulagement et de satisfaction. C'est la chimie de la libération. Dire « c'est fini » est aussi une déclaration de présence. C'est reconnaître que le seul endroit où vous avez du pouvoir est le présent. Que la vie continue,
même quand quelque chose ne s'est pas passé comme vous le vouliez. Que tout ce qui se termine n'est pas une perte, parfois c'est une libération déguisée. Chaque fois que vous choisissez de lâcher prise, vous renforcez votre esprit, vous vous rapprochez de la tranquillité et vous vous éloignez de la dépendance émotionnelle. Rappelez-vous ceci, ce qui vous appartient ne part pas, ce qui part n'a jamais été à vous. Apprenez à fermer mentalement les portes, sans haine, sans rancune et sans excès d'analyse. Dites simplement « c'est fini » et continuez à marcher. Parce que lorsque vous apprenez à lâcher prise, le passé cesse d'être un fardeau et devient de la sagesse. Et un esprit sage sait quand agir. Et quand simplement laisser aller. 8. Remercie avant de dormir. Chaque nuit, lorsque le monde s'éteint et que le silence remplit la pièce, l'esprit commence à parler. Il passe en revue ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce qui manquait. C'est à ce moment-là que les pensées que tu as ignorées pendant la journée apparaissent, les préoccupations qui se sont cachées entre les tâches et les écrans. C'est pourquoi l'esprit ne se repose pas. Mais il y a un moyen de rompre ce cycle, une pratique aussi simple que puissante. Remercier. Non pas comme un acte superficiel, mais comme une façon consciente de nettoyer l'esprit avant le repos. Remercier, c'est comme éteindre les lumières de l'esprit une par une. Tu fermes les pensées inutiles, jusqu'à ne rester qu'avec l'essentiel. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de te rappeler que malgré tout, tu as encore des raisons d'être en paix. Les neurosciences ont montré que la gratitude avant de dormir réduit l'activité du système limbique, responsable du stress et de l'anxiété, et active le cortex préfrontal, la zone de calme et de raisonnement. En termes simples, remercier avant de dormir reprogramme le cerveau pour se reposer sereinement. Les stoïciens voyaient également la fin de la journée comme un rituel de réflexion et de gratitude. Marc Aurèle passait en revue ses actions quotidiennes pour apprendre, mais aussi pour reconnaître le privilège d'être encore en vie un jour de plus. Pour eux, chaque nuit était une occasion de nettoyer l'esprit de tout ce qui ne pouvait être contrôlé. Et c'est exactement ce que fait la gratitude. Elle met l'attention sur ce que tu as, sur ce qui dépend de toi, et laisse le reste. Tu n'as pas besoin d'une liste parfaite ni de mots élaborés, juste quelques minutes d'honnêteté. Pense à quelque chose qui s'est bien passé, à quelqu'un qui t'a fait te sentir accompagné, à une simple opportunité que tu as eue pendant la journée. Si c'était une journée difficile, remercie d'avoir surmonté. Si c'était une journée tranquille, remercie pour le calme. Même si rien ne semble spécial, remercie de pouvoir respirer, de pouvoir fermer les yeux et d'avoir une nouvelle tentative demain. La gratitude ne change pas ce qui se passe, elle change la façon dont tu l'interprètes. Remercier avant de dormir est aussi une façon d'entraîner l'esprit à se concentrer sur ce qui construit au lieu de ce qui détruit. Beaucoup de personnes s'endorment en repassant des erreurs, des conversations ou des peurs. Cela ne fait qu'alimenter l'anxiété nocturne et affaiblit le repos. Lorsque tu remercies, tu changes la direction de la pensée. Tu apprends au cerveau à terminer la journée avec satisfaction au lieu de préoccupation. Et peu à peu, cette habitude commence à changer la façon dont tu te réveilles. Pratiquer la gratitude quotidienne n'est pas de la naïveté, c'est un entraînement mental. C'est regarder la vie avec les yeux de celui qui apprend, pas de celui qui se plaint. Chaque pensée de gratitude est un bouclier contre la négativité que le monde essaie d'imposer. L'esprit reconnaissant ne ignore pas la douleur, mais ne se laisse pas consumer par elle. Il la reconnaît, apprend et continue. Fais de cet acte un rituel. Avant de dormir, ferme les yeux et passe en revue 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Peu importe si elles sont petites ou grandes, écris-les si tu peux, ou répète-les simplement en silence. Tu remarqueras que ton corps se détend et que ton esprit s'adoucit. Tu dormiras mieux, mais surtout tu vivras mieux. Parce que chaque nuit où tu remercies, tu libères l'esprit du poids de ce qui est en suspens et tu le prépares pour un nouveau départ. Remercier avant de dormir est, au fond, une déclaration de confiance. C'est te dire à toi-même que, peu importe ce qui s'est passé, il y a encore des raisons de continuer à avoir foi en le chemin. C'est terminer la journée avec la paix,
pas avec l'épuisement. Nous vivons entourés de bruit, mais le véritable chaos n'est pas à l'extérieur, il est dans l'esprit. Nous courons, nous nous faisons concurrence, nous nous comparons, et à la fin de la journée, nous restons vides. Nous avons confondu la vitesse avec la direction, l'abondance avec la plénitude et la distraction avec le repos. Ce que le monde moderne appelle le succès est souvent rien de plus qu'une fuite silencieuse de soi-même. Le stoïcisme ne vient pas pour vous promettre une paix immédiate ni un bonheur constant. Il vient pour vous redonner le contrôle. Pour vous rappeler que vous n'avez pas besoin que tout aille bien pour être en paix, que vous n'avez pas besoin d'avoir plus pour vous sentir suffisant. Cette ancienne philosophie ne s'étudie pas, elle se vit. C'est une façon d'entraîner l'esprit à résister à la tempête sans perdre la sérénité, à agir sans laisser les émotions dicter le cap, et à rester ferme lorsque les autres perdent l'équilibre. Chacune des leçons que vous entendrez ci-dessous n'est pas une théorie. C'est une pratique. Ce sont des outils pour sortir du bruit, retrouver la clarté et vivre avec un véritable objectif. Peu importe la vitesse à laquelle le monde se déplace, vous pouvez vous déplacer avec présence. Peu importe combien ils essaient de vous distraire, vous pouvez rester concentré. C'est le chemin de la croissance intérieure, de la maîtrise de soi et de la véritable liberté. Si vous en avez assez de courir sans but, de réagir sans réfléchir et de vivre sans équilibre, restez. Parce que cela ne concerne pas le changement du monde qui vous entoure, mais la transformation de vous-même, de l'intérieur. 1. Vice avec un but. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils marchaient endormis. Ils respirent, bougent, travaillent, mais en réalité, ils ne sont pas vivants, ils existent simplement. Ils vont là où le vent les emporte, répétant les mêmes habitudes, suivant des routines qu'ils n'ont pas choisies. Et quand la nuit tombe, ils ressentent un vide qu'ils ne peuvent expliquer. Vivre sans but, c'est comme ramer dans une mer sans horizon. Tu peux avancer des kilomètres et ne jamais arriver nulle part. Le stoïcisme t'apprend que le but n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on construit à travers les actions quotidiennes. Il ne s'agit pas d'avoir un grand rêve qui impressionne les autres, mais d'aligner chaque décision avec ce qui compte vraiment. Marc Aurèle a écrit que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont dispersées, ton énergie le sera aussi. Si tu vis pour plaire ou pour prouver, tu te perdras dans la confusion du monde. Mais lorsque tes pensées et tes actes pointent dans la même direction, le chaos extérieur cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Vivre avec un but ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie agir avec intention, même quand tu ne les as pas. Cela signifie te demander avant chaque pas, est-ce que cela me rapproche de ce que je veux être ou m'en éloigne-t-il ? Et avoir le courage d'ajuster le cap sans hésiter. Le but ne naît pas de l'ego ni des comparaisons. Il naît du silence et de la réflexion. Il naît lorsque tu oses rester seul avec toi-même et écouter ce que ton esprit et ton corps te demandent. Dans une société qui glorifie la vitesse, prendre le temps de réfléchir à ta direction est un acte de rébellion. Mais sans cet acte, tu deviens l'esclave de l'inertie. Vivre avec un but, c'est apprendre à dire non à ce qui ne construit pas, même si tout le monde dit oui. C'est garder le cap quand les autres changent de route par peur ou par confort. C'est savoir que progresser lentement n'est pas reculer, et que le progrès réel n'est pas toujours visible, mais se ressent. Quand tu comprends cela, la vie cesse d'être une course. Tu arrêtes de voir les autres comme des concurrents, et tu commences à regarder en toi comme une source. Le but n'est pas une destination à atteindre, c'est une façon de marcher. C'est de la discipline en mouvement. C'est te lever chaque jour et te rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais, même quand personne ne t'applaudit, même quand tu ne vois pas de résultats immédiats. Parce que vivre avec un but n'est pas toujours confortable, mais ça a toujours du sens. L'homme sans but cherche des distractions, l'homme avec un but cherche une direction. L'un poursuit le plaisir, l'autre cherche du sens. L'un réagit, l'autre choisit. Le stoïcisme te demande de devenir ce deuxième type de personne, quelqu'un qui vit avec clarté, conviction et une boussole intérieure solide. Ne suis pas le bruit, suis la voix qui te guide vers ce qui donne un sens à ton existence. Ne vis pas seulement pour survivre,
vise pour créer quelque chose en toi que ni le temps ni les circonstances ne peuvent détruire. Parce que le but ne se mesure pas en réalisation, mais en cohérence. Et quand tu le trouves, même les jours difficiles deviennent une partie du bon chemin. 2. Assume ta responsabilité. La vie ne s'arrête pas pour t'attendre lorsque tu décides de ne pas agir. C'est comme un miroir impitoyable qui reflète exactement ce que tu fais et aussi ce que tu évites de faire. Beaucoup blâment le destin, la chance ou les circonstances, mais la vérité est que la plupart du temps, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Assumer la responsabilité est la première étape vers la liberté réelle, car tant que tu continues à chercher des coupables, tu resteras un prisonnier de ce que tu ne peux pas contrôler. Le stoïcisme enseigne que rien n'est plus puissant que d'accepter l'auteur total de ta propre vie. Ce qui t'arrive peut ne pas être de ta faute, mais comment tu réponds l'est toujours. Vivre avec responsabilité ne signifie pas porter des culpabilités, mais prendre le contrôle de tes décisions. C'est regarder tes erreurs sans excuse et te dire fermement « cela dépend de moi ». Dans un monde où la majorité préfère pointer du doigt plutôt que de corriger, assumer la responsabilité est un acte de maturité et de courage. Marc Aurèle l'a bien compris lorsqu'il a écrit que l'obstacle devient le chemin. Il ne se plaignait pas de la difficulté, il la transformait en entraînement. Et c'est le point. Chaque difficulté qui te vient est une opportunité pour te renforcer si tu décides de ne pas abandonner ni te victimiser. Quand tu blâmes, tu abandonnes ton pouvoir. Tu donnes aux autres la clé de ton équilibre. Mais quand tu assumes ta part, tu récupères ton contrôle. Le stoïcisme ne s'agit pas de résignation, mais de maîtrise. C'est te dire « je ne peux pas contrôler le monde, mais je peux contrôler mon attitude ». Cette différence définit les forts. Le faible réagit, le fort répond. Le faible cherche du réconfort, le fort cherche des solutions. Chaque fois que tu choisis de ne pas prendre tes responsabilités, tu perds du terrain face à ta propre croissance. Mais quand tu le fais, même tes échecs deviennent des leçons. Assumer la responsabilité signifie aussi arrêter d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Personne ne viendra. La vie n'a pas de sauveur, seulement des personnes qui décident de se lever. Sénèque disait qu'aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et cela s'applique aussi à ceux qui attendent que le vent les pousse au lieu de ramer. La responsabilité ne se sent pas légère, elle pèse. Mais ce poids est celui qui te donne forme, qui renforce ton caractère et façonne ta discipline. Accepter la responsabilité est, en essence, accepter la vérité. C'est regarder ta vie sans filtre et sans ornement. C'est comprendre que tes décisions t'ont amené ici et que tes prochaines décisions détermineront où tu iras. Tu ne peux pas changer ce qui a déjà été, mais tu peux changer ce que tu fais à partir de maintenant. La responsabilité te transforme en créateur, pas en spectateur. Et le plus important, quand tu assumes la responsabilité, tu changes la relation que tu as avec l'échec. Tu arrêtes de le voir comme une sentence et tu le vois comme un guide. Chaque faux pas devient un rappel de ce que tu peux encore améliorer, pas une excuse pour abandonner. Vivre avec responsabilité est une pratique constante, pas un acte occasionnel. Cela nécessite du courage, de l'honnêteté et de la discipline, mais surtout, cela nécessite de l'humilité. L'humilité d'accepter qu'il y a toujours quelque chose que tu peux faire mieux. Le stoïcien ne se demande pas pourquoi les choses lui arrivent, il se demande pourquoi. Il ne se victimise pas face à la difficulté, il l'utilise comme matériau pour sa croissance. Parce que celui qui assume sa responsabilité cesse d'être un simple spectateur du destin et devient son propre architecte. La vie n'est pas contre toi, elle t'attend juste pour que tu décides de prendre les rênes. 3. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Ton corps est le temple où habite ton esprit, et ton esprit est l'architecte de ton destin. Quand l'un des deux est négligé, l'autre s'effondre. Tu ne peux pas aspirer à avoir une clarté mentale si ton corps est épuisé, et tu ne peux pas maintenir une force physique si ton esprit est en chaos. Nous vivons à une époque où l'excès est normal, et l'équilibre semble un luxe. Nous dormons peu, mangeons sans réfléchir, travaillons sans arrêt et nous nous demandons ensuite pourquoi nous nous sentons vides. Le corps devient une machine forcée et l'esprit un champ de bataille constant.
Mais le stoïcisme enseigne que la véritable force ne réside pas seulement dans le fait de supporter le poids du jour, mais aussi dans le soin des outils qui te permettent de l'affronter. Prendre soin de son corps et de son esprit n'est pas de la vanité, c'est du respect de soi. C'est comprendre que la discipline physique n'est pas seulement esthétique, mais une façon d'entraîner la volonté. Chaque fois que tu choisis de te lever tôt, de bouger, de te nourrir consciemment ou de te reposer autant que nécessaire, tu dis à ton esprit que tu es aux commandes. Sénèque disait qu'il est impossible que l'âme soit en paix si le corps est malade ou négligé. C'est pourquoi le soin physique ne se sépare pas de l'équilibre intérieur, il en fait partie intégrante. Un corps fort soutient un esprit ferme, et un esprit ferme maintient le corps en harmonie. Le monde moderne a confondu l'auto-soin avec l'indulgence. Il ne s'agit pas de t'échapper pour te distraire, mais de te reconstruire. Il ne s'agit pas de chercher le plaisir, mais de rester fonctionnel et concentré. Le repos n'est pas de la paresse, c'est une stratégie. Le silence n'est pas un vide, c'est une restauration. Prendre soin de toi ne te rend pas faible, cela te rend plus résistant. Parce que pendant que d'autres se consument par le stress, la culpabilité ou la comparaison, tu apprends à maintenir ton centre, à protéger ton énergie et à choisir consciemment ce qui mérite ton attention. Ton corps te parle quand tu es déconnecté, il te le dit avec de la fatigue, des douleurs ou de l'anxiété. Et l'esprit aussi, quand il est rempli de pensées répétitives, de doutes ou de peur. Le stoïcisme t'apprend à écouter ces signaux avant qu'ils ne deviennent des cris. Tu ne peux pas maîtriser ton environnement si tu ne peux pas maîtriser tes habitudes. Tu ne peux pas chercher la paix extérieure si tu es divisé en toi-même. Chaque jour est une opportunité de prendre soin de cet équilibre, non pas avec perfection, mais avec constance. Prendre soin de son corps et de son esprit signifie aussi choisir avec qui tu partages ton énergie, ce que tu consommes, ce que tu penses et comment tu réagis. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit façonne ta vision du monde. Et ce que tu fais avec ton corps détermine la force avec laquelle tu l'affrontes. Un corps faible limite, un esprit désordonné confond. Mais quand les deux travaillent ensemble, le résultat est un pouvoir silencieux. Ne cherche pas l'équilibre dans ce que tu ne contrôles pas, construis-le en toi. Nourris ton corps comme s'il était ton outil le plus précieux, et nourris ton esprit comme s'il était ton refuge le plus sacré. La véritable discipline ne se voit pas dans les moments de calme, mais quand la vie se complique et que tu restes ferme, avec l'esprit serein et le corps préparé. C'est de l'autocontrôle, c'est du respect, c'est du pouvoir. Parce que pendant que beaucoup cherchent refuge à l'extérieur, tu apprends à devenir ton propre refuge. Et quand tu y parviens, rien ni personne ne peut te briser. 4. Apprenez à dire non. La plupart des gens ne manquent pas d'opportunités, mais ne savent pas comment les refuser. Dire oui à tout, c'est comme remplir un verre d'eau sale. À la fin, rien de valeur ne reste. Apprendre à dire non est l'une des formes les plus pures de liberté. Il ne s'agit pas de rébellion, mais de respect pour votre énergie, votre temps et votre direction. Le monde moderne glorifie la disponibilité constante, mais cette habitude est un piège. Plus vous êtes accessible, plus vous vous épuisez. Et plus vous essayez de plaire à tout le monde, plus vous vous éloignez de vous-même. Dire non n'est pas une agression, c'est de la clarté. C'est avoir le courage de poser des limites sans culpabilité et sans peur du jugement. Le stoïcisme enseigne que vous ne pouvez pas contrôler les opinions des autres, mais vous pouvez décider à quoi vous accordez votre attention. Chaque fois que vous acceptez quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous renoncez à une partie de vous-même. Sénèque l'a averti, celui qui ne sait pas à quel port il se dirige, aucun vent ne lui est favorable. Et quand vous n'apprenez pas à dire non, vous finissez par naviguer en eaux étrangères, portant des responsabilités qui ne vous appartiennent pas et souffrant d'attentes que vous n'avez pas choisies. Apprendre à dire non est un acte de maturité émotionnelle. C'est comprendre que votre paix vaut plus que l'approbation des autres. C'est accepter qu'il y aura des personnes qui ne comprendront pas, qui s'éloigneront même, et que c'est bien. L'authenticité a un coût, et ce coût est l'inconfort de ceux qui préfèrent vous voir complaisant.
Mais elle a aussi une récompense, la liberté de vivre selon vos propres principes. Le problème est que nous avons été éduqués à associer le non à l'égoïsme, alors qu'en réalité, c'est une expression d'intégrité. Dire non quand vous le ressentez n'est pas rejeter l'autre, c'est ne pas vous trahir. Ce n'est pas du désintérêt, c'est du respect. Ce n'est pas de la distance, c'est de la précaution. Si vous ne savez pas établir de limites, votre vie sera remplie d'engagements vides, de faveurs forcées et de ressentiments silencieux. Et rien ne détruit plus la sérénité que de dire oui quand vous vouliez dire non. Le stoïcien agit avec intention, non par obligation. Il ne craint pas de décevoir celui qui exige plus qu'il ne peut donner, car il sait que celui qui est offensé par une limite ne cherchait pas le respect, mais le contrôle. Dire non est une façon de se rappeler que votre temps est fini et que votre énergie est sacrée. Tout le monde ne mérite pas votre attention, toutes les opportunités ne sont pas pour vous, toutes les conversations n'ont pas besoin de réponse. Choisir quand dire non, c'est choisir ce que vous voulez devenir. Il faut aussi apprendre à dire non à soi-même, à la procrastination, à la paresse, aux pensées qui sabotent votre discipline. Tout ce que votre esprit vous dit n'est pas vrai. Chaque impulsion ne mérite pas d'action. Chaque fois que vous vous imposez de l'ordre, vous renforcez votre caractère. Chaque fois que vous vous arrêtez pour réfléchir avant d'accepter, vous réaffirmez votre objectif. Le stoïcisme ne vous demande pas de fermer votre cœur, mais de protéger votre paix. Dire non ne vous rend pas insensible, cela vous rend conscient. Cela vous permet de concentrer vos forces sur ce qui compte vraiment. Ainsi, vous construisez une vie solide, avec moins de bruit et plus de direction. Parce que celui qui ne sait pas dire non finit par dire adieu à son propre équilibre. Et quand vous apprenez à le dire calmement, sans vous justifier, sans culpabilité et sans peur, vous découvrez quelque chose que peu de gens comprennent, que le non correct, au bon moment, peut vous sauver la vie. 5. Cultivez la patience. Nous vivons à une époque où tout est mesuré par l'immédiateté. Si quelque chose prend du temps, on l'écarte. Si quelque chose fait mal, on l'évite. Mais la vie ne se façonne pas dans la hâte, elle se forme avec patience. La patience est comme le feu qui forge l'acier. Sans elle, rien ne se renforce, tout se brise. Celui qui n'apprend pas à attendre est condamné à vivre en réagissant, sautant d'impulsion en impulsion, sans direction ni profondeur. Et c'est la maladie silencieuse du monde moderne. Vouloir des résultats sans processus, une croissance sans discipline et la paix sans sacrifice. Cultiver la patience, c'est aller à contre-courant du monde, mais en faveur de votre évolution. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse en mouvement. C'est comprendre que chaque chose a son moment et que forcer les temps est une façon de les perdre. Marc Aurèle a écrit que le temps est comme une rivière qui coule sans cesse et lui résister ne cause que souffrance. L'impatience ne vous fait pas aller plus vite, elle vous épuise avant d'arriver. Un stoïcien ne se désespère pas, il agit avec calme parce qu'il fait confiance à son processus. Il sait que ce qu'il construit n'est pas encore visible, mais se forme en lui. La patience est aussi une forme de force. Elle exige la maîtrise de l'ego qui réclame des résultats immédiats et le courage de rester concentré lorsque rien ne semble avancer. La plupart abandonnent non pas parce qu'ils ne peuvent pas y arriver, mais parce qu'ils ne supportent pas le silence du progrès. Cet espace où il n'y a pas d'applaudissements, où les changements sont invisibles, c'est là que la véritable transformation se produit. L'impatient cherche des stimuli, le patient cherche un but. En pratique, la patience est une discipline quotidienne. C'est respirer avant de réagir, penser avant de parler et attendre avant de se rendre. C'est observer le processus avec sérénité et non avec anxiété. L'esprit impatient vit dans le futur, imaginant tout ce qui manque. L'esprit patient vit dans le présent, concentré sur ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et cette différence définit le type de vie que vous construisez. Le stoïcisme enseigne qu'il ne s'agit pas de résister au temps, mais de se mouvoir avec lui. La patience vous fait comprendre que ce qui aujourd'hui semble un obstacle, demain peut être un enseignement. Que ce qui fait mal maintenant deviendra plus tard votre force. Il n'y a pas de croissance sans délai, ni de maturité sans attente.
Chaque moment difficile, chaque pause forcée, chaque retard apparent a son but si vous savez l'observer sans vous désespérer. Il faut aussi être patient avec soi-même. Vous ne pouvez pas exiger la perfection d'un esprit qui apprend tout juste à se calmer. Vous ne pouvez pas vous haïr pour trébucher alors que vous apprenez à marcher différemment. La patience ne s'applique pas seulement au monde, mais aussi à votre propre processus. Être impatient avec soi-même, c'est comme arracher une fleur pour voir si elle pousse plus vite. La sagesse stoïcienne vous rappelle que chaque pas, même le plus lent, a de la valeur. Lorsque vous cultivez la patience, vous cessez de poursuivre et commencez à construire. Vous cessez de lutter contre la vie et commencez à couler avec elle. Vous ne réagissez plus au chaos, vous le comprenez. Vous ne vous impatientez plus pour le résultat, vous appréciez le chemin. Parce que la patience n'est pas simplement attendre, c'est attendre avec sérénité, avec foi en votre effort et avec la certitude que tout arrive quand vous êtes prêt. Le temps ne vous refuse pas les choses, il vous entraîne à les mériter. Et quand vous comprenez cela, rien ne vous désespère, parce que vous savez que le calme ne retarde pas le destin, il le perfectionne. Si accepte l'incontrôlable. Il y a des batailles qui se gagnent en lâchant l'épée. Nous passons la vie à essayer de dominer ce qui n'a jamais été sous notre contrôle, à nous épuiser dans des discussions qui ne changent rien, avec des personnes qui ne veulent pas comprendre, dans des circonstances qui ne dépendent pas de nous. C'est la cause d'une grande partie de la souffrance humaine, la résistance à l'inévitable. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté commence lorsque vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et concentrez votre énergie sur ce qui dépend de vous. Accepter n'est pas se rendre, c'est reconnaître la réalité sans fioriture. C'est comprendre que l'univers ne tourne pas autour de vos désirs, qu'il y aura des pertes, des erreurs, des injustices et des moments que vous ne pourrez pas contrôler, mais vous pouvez décider comment y répondre. Épictète l'a résumé avec une clarté qui transcende les siècles. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous perturbe, mais ce que nous pensons à ce sujet. Cette phrase contient l'une des clés les plus puissantes pour vivre en paix. L'acceptation est ce point où vous cessez de réagir et commencez à comprendre. Chaque fois que vous résistez à ce qui est, vous perdez de l'énergie. Chaque fois que vous luttez contre l'inévitable, vous vous fragmentez. Accepter ne signifie pas se contenter. Cela signifie voir les choses telles qu'elles sont, pas comme vous voudriez qu'elles soient. C'est avoir la maturité de regarder le chaos et de dire « Cela ne dépend pas de moi, mais ma tranquillité d'esprit, si, dans un monde où tout le monde se bat pour avoir raison, celui qui accepte devient imperturbable. » Parce que tandis que les autres essaient de contrôler l'incontrôlable, le stoïcien se concentre sur son esprit, sur son comportement, sur son caractère. L'acceptation est une pratique quotidienne, pas une phrase de consolation. C'est l'art de rester serein lorsque la vie ne suit pas vos plans. C'est arrêter d'exiger du monde ce que vous ne vous êtes pas encore donné. C'est la force silencieuse qui vous permet de garder votre calme au milieu de la tempête. Vous ne pouvez pas contrôler le temps, mais vous pouvez choisir comment marcher sous la pluie. Vous ne pouvez pas contrôler les paroles des autres, mais vous pouvez choisir comment les recevoir. La sérénité ne vient pas du contrôle, mais de l'absence de besoin de contrôle. Accepter l'incontrôlable est aussi une forme d'humilité. C'est se rappeler que tout ne tourne pas autour de vos attentes. L'orgueil cherche à dominer, la sagesse cherche l'équilibre. Lorsque vous lâchez l'obsession du résultat, vous découvrez la liberté d'agir sans peur. Vous faites ce que vous pouvez, vous donnez le meilleur de vous-même, puis vous faites confiance au cours naturel des choses. Cette confiance n'est pas de la naïveté, c'est la foi en votre propre force. Le stoïcien ne fuit pas la douleur, il l'affronte. Mais il comprend que se battre contre la réalité est comme essayer d'arrêter la mer avec les mains. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues, mais vous pouvez apprendre à les surfer. C'est l'essence de l'acceptation. Arrêtez de vous épuiser dans l'impossible et dirigez votre énergie vers l'utile. La paix intérieure n'est pas atteinte lorsque tout est sous contrôle, mais lorsque vous n'avez plus besoin qu'il le soit. Accepter l'incontrôlable est l'un des plus grands actes d'intelligence émotionnelle. C'est reconnaître les limites du pouvoir humain.
et en même temps découvrir le pouvoir de l'esprit discipliné. Parce que lorsque vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, le monde cesse de vous dominer et vous commencez à vous dominer vous-même. Et cela, en réalité, a toujours été le véritable contrôle. 7. Protège tes limites. Le feu qui réchauffe peut aussi consumer s'il n'a pas de contour pour le contenir. Il en va de même pour ton énergie. Sans limite, elle se disperse. Sans direction, elle s'éteint. Dans un monde où tout le monde veut accéder à ton attention, à ton temps et à ton esprit, protéger tes limites n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Personne d'autre ne le fera pour toi, car les gens s'habituent à ce que tu leur permets. Et si tu n'établis pas une limite claire, la vie t'absorbe sans que tu t'en rendes compte. Protéger tes limites signifie reconnaître ta valeur et agir en conséquence. C'est savoir quand te retirer d'une conversation qui te vide, quand dire non à une relation qui n'ajoute plus rien et quand garder le silence au lieu de te justifier. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas avoir de maîtrise de toi-même si tu permets aux autres de décider pour toi. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des filtres. Ils permettent l'entrée de ce qui nourrit et garde à l'extérieur ce qui détruit. Beaucoup confondent la gentillesse avec la disponibilité. Ils pensent qu'être gentil, c'est dire oui à tout, mais la véritable gentillesse inclut le respect de soi. Dire non à ce qui te fait du mal est aussi un acte d'amour. Sénèque disait qu'aucun homme ne peut être libre s'il ne s'appartient pas, et cela commence par l'établissement de limites fermes. Tu ne peux pas construire une vie équilibrée si tu permets à n'importe qui de perturber ta paix. Protéger tes limites signifie aussi accepter qu'il y aura des gens qui ne comprendront pas. Ils te traiteront de distant, de froid ou d'égoïste, mais cela ne révèle que combien ils bénéficiaient de ton manque de limites. Tu n'as pas besoin de l'expliquer, tu as besoin de le maintenir. Chaque fois que tu défends ton espace, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu choisis ta paix sur l'approbation des autres, tu mûris. Le respect commence là où tu poses une limite claire. Le stoïcien ne cherche pas à s'isoler, il cherche l'équilibre. Il comprend que l'esprit ne fleurit que lorsqu'il a de l'espace pour se reposer, et que le cœur ne reste sain que lorsqu'il sait jusqu'où donner. Une limite ne te sépare pas du monde, elle te relie à lui de manière plus saine. Sans eux, tu te fragmentes en 1000 directions, essayant de plaire à tout le monde tout en te perdant toi-même. Il faut aussi poser des limites internes. Il ne s'agit pas seulement des autres, mais de toi. Savoir quand arrêter, quand se reposer, quand se taire, et quand arrêter de se punir pour ce que tu ne peux pas changer. L'esprit a besoin de frontières, autant que le corps a besoin de peau. Sans elles, tu deviens vulnérable aux chaos émotionnels, aux pensées répétitives et aux culpabilités qui ne t'appartiennent pas. Protéger tes limites ne signifie pas te fermer, mais choisir avec sagesse. C'est une forme de discipline, d'autocontrôle, de respect pour ce que tu construis. L'énergie que tu gaspilles dans l'inutile est la même que tu pourrais investir dans ta croissance. Chaque oui mal donné t'éloigne de ton but et chaque non conscient t'en rapproche. Le stoïcisme te rappelle que tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour vivre avec intention. Celui qui ne protège pas ses limites finit vide, épuisé, sans identité. Celui qui les défend vit avec clarté, force et paix. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais de construire des portes qui ne s'ouvrent que de l'intérieur. Et quand tu apprends à le faire, tu découvres quelque chose de puissant, que ton énergie, ton temps et ton calme sont des trésors que tout le monde ne mérite pas de toucher. 8. Remercie ton chemin. Chaque personne porte une histoire qui n'est pas visible. Des cicatrices que le temps n'efface pas. Des erreurs qui ont enseigné plus que les réussites et des silences qui ont parlé plus que 1000 mots. Remercier le chemin n'est pas romantiser la douleur, c'est reconnaître que même ce qui était difficile avait son but. La vie ne consiste pas à tout contrôler, mais à comprendre que chaque pas, même le plus tordu, faisait partie du processus qui a fait de toi ce que tu es maintenant. Le stoïcisme enseigne que la gratitude n'est pas une émotion passagère, c'est une façon de voir le monde. Remercier le chemin, c'est regarder en arrière sans ressentiment et regarder en avant sans anxiété.
C'est comprendre que ce que tu es aujourd'hui n'existerait pas sans ce que tu as affronté auparavant. Sénèque disait qu'aucun homme sage ne regrette les choses passées, mais les accepte et les utilise pour se renforcer. C'est l'essence de la gratitude stoïcienne, transformer ce que l'on a vécu en sagesse, pas en fardeau. Chaque perte, chaque erreur, chaque chute t'a préparé à supporter le poids de ce que tu portes aujourd'hui. Sans eux, tu n'aurais pas appris à résister, à discerner ni à apprécier. La gratitude est une forme de maîtrise intérieure. Alors que l'esprit commun se concentre sur ce qui manque, l'esprit discipliné apprécie ce qu'il a et ce qu'il a appris. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de la regarder avec une nouvelle perspective. Remercier ne signifie pas que tout a été juste, cela signifie que tout a été utile. Le stoïcien comprend que rien de ce qui se passe n'est complètement contre lui s'il sait l'interpréter avec sagesse. La vie ne conspire pas contre toi, elle te forme. Et la gratitude est le signe que tu as appris la leçon. C'est aussi une pratique d'humilité. Remercier te rappelle que tu n'es pas le centre de l'univers, que la vie ne te doit rien et que chaque jour où tu te réveilles est déjà une opportunité. Dans un monde où la plainte est devenue coutume, remercier devient un acte de rébellion. C'est regarder ce que tu as avec respect et non avec manque. C'est arrêter de comparer ton chemin à celui des autres et commencer à apprécier le tien avec ses lumières et ses ombres. La gratitude ne s'exprime pas seulement par des mots, mais par l'attitude. Quand tu remercies, tu deviens plus conscient de la façon dont tu vis. Tu arrêtes de courir après ce que tu n'as pas et tu commences à prendre soin de ce qui est déjà devant toi. Cela transforme ton énergie. Cela change la façon dont tu parles, dont tu travailles, dont tu traites les autres. La personne reconnaissante n'a pas besoin de se vanter de quoi que ce soit, parce qu'elle sait que l'essentiel ne se montre pas, il se ressent. Remercier ton chemin implique aussi de te pardonner. Tu ne peux pas apprécier ton présent si tu continues à te punir pour ton passé. Tu ne peux pas avancer si tu continues à regarder en arrière avec culpabilité. Le stoïcisme enseigne que chaque jour est une nouvelle opportunité d'agir avec vertu et que la sagesse ne se mesure pas par ce que tu sais, mais par comment tu appliques ce que tu as appris. La gratitude transforme la blessure en cicatrice et la cicatrice en leçon. Quand tu apprends à remercier même ce qui ne s'est pas passé comme tu l'espérais, tu atteins une forme de liberté que peu de gens comprennent. Parce que la gratitude ne t'attache pas au passé, elle te libère de lui. C'est accepter que tu ne contrôles pas tout, mais que tu peux contrôler l'interprétation que tu fais de ce que tu as vécu. Et dans ce choix se trouve la véritable force. Comprendre que chaque expérience, même les plus dures, était un maître déguisé qui t'a préparé pour ce moment. Remercier ton chemin, c'est honorer ton histoire sans rester coincé dedans, c'est reconnaître que chaque pas, même les plus incertains, t'a mené exactement où tu devais être. Le silence n'est pas une absence, c'est un pouvoir contenu. C'est la pause avant l'impact, la respiration avant le coup. Dans un monde qui parle sans réfléchir et réagit sans mesurer, celui qui maîtrise le silence n'est pas faible, il est dangereux. Parce que le véritable contrôle ne se démontre pas en criant, il se démontre avec calme. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, lorsque tu t'arrêtes avant d'exploser, lorsque tu observes au lieu d'expliquer, tu deviens maître de toi-même. Le bruit du monde t'exige de bouger, d'opiner, de répondre, de prouver que tu existes. Mais le silence t'enseigne quelque chose de plus profond. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde, seulement par toi-même. C'est dans le silence que l'esprit s'aligne, où les pensées cessent d'être des ennemis et deviennent des alliés. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle écrivait que le calme est invincible lorsqu'il naît de la maîtrise intérieure. Sénèque affirmait que celui qui réagit sans réfléchir devient esclave de ses émotions. Le silence, donc, n'est ni une fuite ni une lâcheté, c'est une stratégie. C'est regarder le chaos et décider de ne pas lui appartenir. Cette vidéo ne prétend pas romantiser le silence, mais te rappeler que ta plus grande force vit en lui. Lorsque tu choisis de te taire, tu choisis de penser. Lorsque tu choisis de disparaître, tu choisis de te reconstruire. Lorsque tu choisis le calme, tu choisis la liberté. Parce qu'au final,
Le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es capable de taire sans te perdre. Ici commence le voyage vers ce domaine invisible, le pouvoir transformateur du silence. 1. Tais-toi quand tout te pousse à réagir. Imagine-toi face à un incendie. Les flammes avancent, la chaleur t'étouffe, et chaque partie de toi veut courir, crier, agir sans réfléchir. Mais le véritable pouvoir n'est pas de bouger par instinct, mais de rester calme pendant que tout brûle. C'est ainsi que fonctionne l'esprit quand quelqu'un essaie de te provoquer ou de te pousser à réagir. Chaque mot, chaque geste ou provocation externe est une étincelle cherchant à allumer ton feu intérieur. Si tu réponds immédiatement, tu perds le contrôle, mais si tu choisis de te taire, tu maîtrises la situation, tu maîtrises ton esprit. Le silence n'est pas soumission, c'est stratégie. C'est l'instant où tu décides d'observer plutôt que de réagir, de comprendre avant de parler. La plupart des gens ne supportent pas le silence parce qu'ils sont forcés d'affronter leur propre anxiété. Mais celui qui apprend à se taire quand tout le pousse à répondre avec colère ou orgueil démontre une force que peu comprennent. Le silence au milieu du conflit est comme une épée invisible. Il coupe l'impulsion, arrête le chaos et préserve l'énergie que d'autres gaspillent. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Et cela n'est possible que lorsque tu prends le temps de t'arrêter et de réfléchir. Quand quelqu'un te provoque, ce qu'il cherche vraiment, c'est à te voler ton équilibre. Il veut que tu descends à son niveau, que tu réagisses, que tu perdes la sérénité que tu as tant travaillé à construire. Mais quand tu choisis de ne pas répondre, tu envoies un message silencieux qui dit « Tu n'as pas de pouvoir sur moi ». C'est l'essence de l'autocontrôle. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de ne pas laisser ce que tu ressens décider pour toi. Pense à combien de fois une réaction impulsive a fini par regretter. Combien de fois un mot de trop a ruiné ce qui aurait pu être résolu calmement. Le silence est la barrière entre ce que tu penses et ce que l'ego veut crier. Tu n'as pas toujours à te défendre, tu n'as pas toujours à expliquer. Parfois, le silence est la réponse la plus intelligente, la plus mature, la plus puissante. Se taire ne signifie pas accepter l'injustice, cela signifie choisir le bon moment pour agir. Car celui qui maîtrise son impulsion ne perd pas de temps à prouver quoi que ce soit. Les gens confondront ton silence avec la faiblesse, mais ils ne savent pas qu'au-delà de ce silence, il y a un esprit qui analyse, qui comprend, qui décide. Ne réagis pas, réponds seulement quand ton esprit est clair et tes émotions sous contrôle. Épictète enseignait que personne ne peut te faire du mal sans ton consentement. Il en va de même pour la provocation. Personne ne peut t'entraîner dans le chaos sans ton permission. Quand tu te tais, tu brises le cycle. Tu n'alimentes pas le conflit. Tu ne gaspilles pas d'énergie. Tu apprends à observer la scène de l'extérieur, comme un spectateur qui comprend que tout ne mérite pas une réponse. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que l'impulsion, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu refuses de tomber dans le piège de l'orgueil, tu t'élèves au-dessus du bruit. C'est la véritable victoire. Car à la fin, celui qui apprend à se taire quand tout le pousse à réagir ne devient pas muet, il devient sage. Et la sagesse est toujours reconnue dans le silence de celui qui n'a pas besoin de prouver sa force parce qu'il la maîtrise déjà. 2. Disparaître pour te retrouver. Il y a des moments où le bruit du monde devient si intense que tu n'entends plus ta propre voix. Tout se mélange. Les opinions, les attentes, les comparaisons, les exigences. C'est comme si tu vivais entouré de 1000 écrans allumés en même temps, chacun essayant de te dire qui tu devrais être. Au milieu de ce chaos, l'esprit se fatigue, l'âme se disperse, et ce que tu es vraiment se dilue. Disparaître alors n'est pas fuir, c'est revenir à l'origine. C'est éteindre le bruit pour te rappeler ce qui résonne en toi lorsque tout l'extérieur cesse de crier. Disparaître est un acte de pouvoir. C'est regarder autour de toi et comprendre que tu n'as pas besoin d'être présent partout, de répondre à tous les messages, ni de plaire à tous les visages. C'est fermer la porte du monde pour un instant, pour ouvrir la porte de ton intérieur. Lorsque tu t'éloignes, tu commences à remarquer que beaucoup de choses qui te préoccupaient ne t'appartenaient pas.
Elles étaient le reflet d'autres esprits, des désirs étrangers, des pressions que tu n'as jamais demandé à porter. Et c'est dans ce silence volontaire que tu commences à distinguer l'essentiel du superficiel. Le philosophe Sénèque disait que rien n'appartient vraiment à celui qui vit distrait. Disparaître est la façon la plus honnête de revenir à ce qui est à toi, ton énergie, ton but, ta clarté. Dans la solitude, l'esprit s'éclaircit, le corps se calme, et ce qui semblait urgent perd son poids. C'est là que tu découvres que beaucoup de batailles que tu menais étaient inutiles, que la moitié des problèmes que tu croyais avoir n'étaient que le produit de l'épuisement. T'éloigner n'est pas abandonner, c'est recharger ton âme pour revenir avec direction et force. La plupart craignent de rester seuls parce que dans ce silence, ils rencontrent ce qu'ils ont évité de regarder. Insécurité, blessures, pensées qui font mal. Mais c'est précisément le but du retrait. Disparaître pour te retrouver implique de traverser ce territoire intérieur où tu ne peux pas te mentir. C'est regarder tes ombres et tes contradictions sans fuir. Marc Aurèle écrivait que personne ne peut fuir de lui-même et que l'esprit a besoin d'un retrait intérieur plus que de tout autre lieu physique. C'est pourquoi, lorsque tu décides de te déconnecter du bruit, tu n'échappes pas au monde, tu entres en toi. Disparaître, c'est aussi choisir tes batailles. C'est comprendre que tout ne mérite pas ton attention, que tous les conflits ne nécessitent pas ta réponse. La société moderne te fait croire que si tu n'es pas visible, tu n'existes pas. Mais la vérité est le contraire. Quand tu disparais un moment, c'est là que tu commences vraiment à exister. Tu commences à t'écouter, à te sentir, à comprendre ce qui te motive et ce qui t'épuise. Tu commences à vivre depuis la conscience, pas depuis l'obligation. Beaucoup craignent le silence parce qu'ils ne savent pas qui ils sont sans les autres. Mais celui qui apprend à être seul devient invincible. Non pas parce qu'il n'a besoin de personne, mais parce qu'il ne dépend plus de personne pour se sentir complet. Dans cet espace intime, tu découvres la liberté qui naît de ne devoir rendre de compte qu'à ta propre conscience. Quand tu reviens du silence, tu reviens différent. Pas avec plus de bruit, mais avec plus de présence. Les gens remarqueront le changement même si tu ne dis rien, parce que le calme se perçoit, la paix se ressent et la force intérieure n'a pas besoin de crier pour être reconnue. Disparaître est la façon la plus sage de revenir à toi. Et celui qui ose le faire découvre qu'il n'était jamais perdu. Il était juste entouré de trop de bruit pour s'écouter. 3. Fais de la tranquillité ton bouclier. Pense à la mer après une tempête. Les vagues continuent de bouger, mais plus avec fureur, mais avec un rythme serein, constant, sage. Ainsi doit devenir ton esprit après le chaos, non pas mort, mais calme, en équilibre. La tranquillité ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à ne pas laisser ce que tu ressens te détruire. Lorsque tu apprends à faire de la tranquillité ton bouclier, rien d'extérieur ne peut facilement te renverser, car tu as trouvé en toi un terrain solide, où le bruit n'entre pas. La plupart des gens réagissent rapidement à toute provocation parce qu'ils ont été éduqués pour survivre, pas pour penser. Mais celui qui entraîne son esprit à rester serein face à l'inattendu apprend que la tranquillité est plus puissante que tout argument. Il ne s'agit pas de nier l'émotion, mais de la diriger avec intelligence. La tranquillité est comme un bouclier invisible qui te protège de ce que tu ne peux pas contrôler. Quand la colère, l'envie ou la peur essaient de te traverser, la sérénité les désarme avant qu'ils ne touchent ton esprit. Épictète enseignait que le pouvoir n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont tu réagis à ce qui se passe. Si tu te troubles pour tout, n'importe qui pourra te dominer. Mais si tu apprends à garder ton sang-froid, même lorsque le monde semble se briser, tu deviens une forteresse. Non pas parce que tu ne ressens pas, mais parce que tu sais quand répondre et quand rester silencieux. La tranquillité n'est pas passivité, c'est une décision consciente. C'est regarder le conflit sans laisser le conflit te dévorer. Pratiquer la tranquillité, c'est entraîner le caractère. C'est résister à l'impulsion de répondre avec colère, d'entrer dans des discussions vaines ou de laisser l'opinion d'autrui déterminer ta paix. C'est savoir que toutes les attaques ne méritent pas de réponse et que toutes les batailles ne valent pas ton énergie.
Lorsque tu fais de la tranquillité ton bouclier, tu commences à remarquer quelque chose de curieux. Le bruit du monde cesse de t'affecter autant. Tu n'as plus besoin d'avoir raison, ni de gagner toujours, parce que tu as compris que ta paix vaut plus que toute victoire momentanée. Marc Aurèle disait que l'âme tranquille est plus forte que n'importe quelle tempête. Et il avait raison, les personnes qui vivent de manière réactive s'épuisent, perdent en clarté, deviennent esclaves de leurs émotions. En revanche, ceux qui choisissent la tranquillité voient le tableau complet. Ils ne se précipitent pas, ils ne crient pas, ils ne rivalisent pas avec le bruit. Ils agissent avec précision parce que leur esprit n'est pas obscurci par le chaos. La tranquillité n'est pas une émotion, c'est un mode de vie. Chaque jour, le monde te provoquera à perdre ta sérénité. Le trafic, les commentaires, les injustices, les attentes. Mais dans chaque provocation, il y a une opportunité de te prouver à toi-même que tu es au-dessus de cela. Être calme ne signifie pas être indifférent, cela signifie avoir le contrôle. Celui qui maîtrise sa tranquillité maîtrise son destin, car il n'agit plus par impulsion, mais par intention. Ne cherche pas la tranquillité à l'extérieur, construis-la en toi. N'attends pas que les circonstances soient parfaites pour ressentir la paix, apprends à la maintenir même au milieu du chaos. C'est la différence entre celui qui vit contrôlé par le monde et celui qui l'observe depuis la sérénité. Lorsque tu y parviens, tu comprendras que la tranquillité n'est pas seulement un refuge, c'est ton meilleur bouclier, ta meilleure arme et ta plus grande démonstration de force intérieure. 4. Choisissez vos batailles avec sagesse. Il y a des guerres qui se gagnent, non pas en combattant, mais en marchant dans la direction opposée. Parfois, le véritable courage n'est pas de faire face, mais de lâcher prise. La vie ne vous demande pas de lutter contre tout. Elle vous demande d'apprendre à distinguer ce qui mérite votre énergie de ce qui ne le mérite pas. Chaque jour, vous rencontrerez des provocations déguisées en conversation, des personnes qui veulent vous entraîner dans leur chaos, des situations qui semblent importantes, mais qui, en réalité, cherchent seulement à vous voler votre calme. Si vous n'apprenez pas à choisir vos batailles, vous finirez épuisé, usé et sans énergie pour ce qui compte vraiment. Choisir vos batailles ne signifie pas abandonner. Cela signifie comprendre où votre effort peut générer du changement et où il ne fera que générer plus de conflits. Toutes les opinions ne méritent pas une réponse. Toutes les attaques ne méritent pas de défense. Tous les désaccords n'ont pas besoin d'une explication. Parfois, la sagesse consiste à regarder l'autre et à penser « cela ne vaut pas ma paix ». Marc Aurèle disait que gaspiller de l'énergie sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est perdre 2 fois. D'abord par le fait, puis par votre réaction. Et combien il avait raison. Nous vivons à une époque où tout le monde pense avoir le dernier mot. Les réseaux sociaux, les discussions, les comparaisons, tout vous pousse à prouver que vous avez raison. Mais le stoïcien ne cherche pas à avoir raison, il cherche à maintenir l'équilibre. La sagesse ne se mesure pas au nombre de batailles que vous gagnez, mais à celles que vous décidez de ne pas mener. Lorsque vous parvenez à maîtriser ce choix, vous découvrez que la force ne réside pas dans l'imposition, mais dans le maintien de la sérénité face à la provocation. Chaque discussion inutile est une fuite d'énergie. Chaque tentative de changer celui qui ne veut pas changer est une perte de temps. Apprendre à se retirer à temps est un signe de maturité, pas de faiblesse. Celui qui se laisse entraîner par chaque provocation montre qu'il ne se connaît pas, mais celui qui choisit quand parler et quand garder le silence montre sa maîtrise. Parce que le silence n'est pas toujours un manque de réponse, c'est souvent la réponse la plus intelligente que vous pouvez donner. Sénèque enseignait qu'aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Si vous ne savez pas quel est votre but, vous finirez par combattre dans des guerres étrangères. C'est pourquoi vous avez besoin de clarté avant de réagir. Demandez-vous, est-ce que cela contribue à ma croissance ou est-ce que cela me retire la paix? Est-ce que cela mérite mon énergie ou est-ce que cela cherche seulement à la drainer? Si la réponse est non, éloignez-vous sans culpabilité. Vous n'avez rien à prouver à personne et vous n'avez pas à gagner chaque argument.
Parfois, la victoire réside dans le calme que vous maintenez lorsque tout vous pousse à le perdre. Choisissez vos batailles avec un cœur froid et un esprit clair. Ne vous laissez pas emporter par l'impulsion de répondre à tout ce qui vous blesse ou vous défie. Il y a des moments où le silence vaut plus que 1000 mots. Et il y a des offenses qui ne se dissolvent que lorsque vous décidez de ne pas réagir. La personne qui maîtrise cette capacité vit plus légèrement, plus librement et plus fortement. Parce que celui qui apprend à choisir ses batailles apprend aussi à conserver son pouvoir. Rappelez-vous que chaque réaction est un investissement d'énergie. Si vous répondez à tout, vous vous videz. Mais si vous choisissez avec sagesse, vous vous renforcez. Tout ce qui fait mal ne mérite pas une réponse. Tout ce qui dérange ne mérite pas votre temps. Choisissez ce qui construit vraiment votre caractère et laissez le reste se dissoudre dans votre silence. Parce qu'au final, la personne la plus puissante n'est pas celle qui se bat pour tout, mais celle qui sait quand ne pas le faire. 5. Pratique le silence intérieur chaque jour. Le bruit le plus dangereux ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce sont ces voix qui ne se taisent pas, ces pensées qui se disputent entre elles, ces doutes qui se répètent sans cesse jusqu'à t'épuiser. Nous vivons entourés de bruit, mais le véritable ennemi de la paix n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur de l'esprit qui ne sait pas s'arrêter. Pratiquer le silence intérieur est comme nettoyer un miroir couvert de poussière. Au début, tu ne vois rien, juste de la confusion, mais au fur et à mesure que tu élimines le bruit mental, tu commences à voir ton reflet clairement. Le silence intérieur ne s'obtient pas en s'éloignant du monde. Il s'obtient en apprenant à ne pas laisser le monde te contrôler. C'est pouvoir être au milieu du trafic, du chaos ou du bruit social et garder l'esprit tranquille. Ce calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Épictète disait que personne n'est libre tant qu'il ne gouverne pas son esprit, et c'est précisément ce que le silence intérieur enseigne. À ne pas être esclave de la pensée compulsive, à ne pas tomber dans le piège de croire que chaque émotion doit se transformer en action. L'entraînement commence par des choses simples. Un moment par jour pour respirer sans distraction, pour observer tes pensées sans t'y accrocher, pour te permettre d'exister sans exigence. Ce n'est pas méditer comme une mode, c'est te reconnecter avec ton propre centre. Quand l'esprit se tait, le corps se repose et l'âme se met en ordre. C'est un acte de nettoyage émotionnel, une façon de réinitialiser ce que la routine salit. Tu n'as pas besoin d'une montagne ni d'un temple, juste la décision de t'écouter sans interruption. Le silence intérieur révèle aussi beaucoup sur toi. Il te montre quelles pensées te dominent, quelles émotions tu continues à porter, quelles blessures tu n'as pas encore pardonnées. C'est pourquoi beaucoup le fuient, parce que quand le bruit se tait, la vérité apparaît. Mais affronter cette vérité est ce qui te libère. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur des pensées, et pratiquer le silence intérieur, c'est choisir quelle couleur tu permets de peindre ton esprit. Toutes ne méritent pas de rester. Dans un monde qui récompense la distraction, la personne qui peut rester silencieuse devient une exception. Cette capacité te donne un avantage invisible, tandis que les autres se consument à trop penser, tu décides calmement, tu agis avec précision et tu parles seulement quand c'est nécessaire. Le silence intérieur est le filtre qui sépare la réaction du raisonnement. Il t'apprend à répondre avec intention, pas avec impulsion. Chaque fois que tu te sens submergé, que l'anxiété ou la confusion te domine, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin de plus de réponses. Tu as besoin de moins de bruit. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu as juste à apprendre à t'arrêter. Le silence ne résout pas tout, mais il te donne la lucidité pour savoir quoi faire ensuite. C'est la base de toute clarté mentale et de tout équilibre émotionnel. Avec le temps, tu remarqueras que cette pratique transforme ta vie. Les problèmes continuent, mais ils ne te traînent plus. Les mots durs arrivent, mais ils ne te blessent plus de la même manière. Le calme cesse d'être quelque chose que tu cherches et devient quelque chose que tu es. Pratiquer le silence intérieur chaque jour, c'est entraîner ton esprit à ne pas être victime du bruit du monde.
parce que celui qui maîtrise son silence ne se brise pas, il se renforce. Et quand tu y parviens, tu comprends que l'esprit calme est l'arme la plus puissante qui existe. 6. Libère-toi du besoin d'approbation. Le jour où tu cesseras de chercher l'approbation des autres, tu te sentiras comme un oiseau qui coupe la corde qui le retenait. Au début, il y a le vertige, mais ensuite vient une immense liberté. Pendant des années, on nous a appris à vivre pour plaire, pour être accepté. Chaque décision est mesurée par le regard des autres. Chaque pas est fait avec la peur de décevoir. Mais vivre en fonction de l'approbation, c'est donner les clés de ta paix à quelqu'un qui ne sait pas ce que tu portes en toi. La vraie liberté commence lorsque tu décides de ne pas avoir besoin de la validation de personne pour te sentir complet. Vouloir plaire est humain, mais en dépendre est destructeur. Cela te vole ton authenticité, te force à te conformer à des attentes qui ne sont pas les tiennes et à vivre avec l'anxiété de ne pas être suffisant. L'esprit devient une prison où chaque pensée passe par le filtre du « qu'en dira-t-on ». Sans t'en rendre compte, tu deviens une marionnette du jugement des autres. Et quand tu vis ainsi, toute critique te fait tomber, toute indifférence te blesse. Mais celui qui apprend à se valider de l'intérieur n'a plus besoin d'applaudissements pour se sentir en paix. Épictète disait que si tu cherches l'approbation des autres, tu deviens leur esclave. Il le savait bien. La liberté ne se gagne pas avec des cris, mais avec le détachement. Le détachement de la reconnaissance externe est l'un des plus grands actes de force intérieure. Quand ta valeur cesse de dépendre de l'opinion des autres, le bruit du monde s'éteint. Peu importe s'ils te comprennent, peu importe s'ils t'approuvent, car tu ne vis plus pour convaincre, tu vis pour être. Te libérer de ce besoin implique d'accepter que tu ne plairas pas à tout le monde. Et c'est bien. L'authenticité n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours libératrice. Chaque fois que tu te censures pour ne pas déranger, chaque fois que tu tais ce que tu penses par peur d'être jugé, tu perds une partie de toi. La voie stoïcienne enseigne le contraire. La vertu est d'agir selon tes principes, non selon les applaudissements. Sénèque affirmait que celui qui s'adapte au jugement de la foule se perd dans la masse. Ce n'est que lorsque tu marches fidèle à toi-même que tu commences à vivre avec dignité. Cesser de chercher l'approbation signifie aussi accepter le rejet sans s'effondrer. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as de la valeur. Celui qui se connaît vraiment ne cherche pas l'attention, car il sait que sa valeur ne change pas même si le monde ne le voit pas. C'est l'essence de la maîtrise de soi. Faire ce qui est juste, même quand personne ne t'applaudit. Faire ce que tu aimes, même quand personne ne le comprend. Le besoin d'approbation se déguise en courtoisie, en empathie, voire en humilité, mais au fond, c'est de la peur. Peur du rejet, de la solitude, du jugement. Quand tu y fais face, tu découvres que cette peur perd de son pouvoir. Tu commences à parler plus clairement, à agir avec plus de fermeté et à vivre plus légèrement. Tu cesses de dépenser de l'énergie à essayer de plaire à ceux qui ne veulent pas te voir briller. Marc Aurèle a écrit que l'opinion des autres est aussi éphémère que le vent. Tu ne peux pas la contrôler et tu ne devrais pas le faire. La seule chose qui est sous ton contrôle est ton intention et tes actes. Lorsque tu te concentres sur cela, l'approbation devient insignifiante. Le jour où tu apprendras à ne pas dépendre de la validation externe, tout change. Ton esprit se calme. Tes décisions deviennent fermes et ta présence commence à parler d'elle-même. Tu n'as plus besoin qu'on te reconnaisse, car ta valeur cesse d'être négociable. C'est cela la vraie liberté, faire ce que tu sais être juste, même si le monde entier te regarde avec doute. 7. Maîtrisez vos impulsions avec discipline. Le feu ne détruit pas parce qu'il existe, mais parce qu'il est incontrôlé. Il en va de même pour les impulsions. Elles peuvent être une force ou une ruine, selon qui les dirige. Un esprit sans discipline est comme une flamme sans contour. Il s'allume facilement et s'éteint tout aussi rapidement. Mais lorsque vous parvenez à allumer ce feu avec contrôle, il devient une énergie pure, capable de transformer votre vie sans vous consumer dans le processus. Maîtriser les impulsions ne signifie pas se réprimer, mais apprendre à diriger votre énergie dans la bonne direction. L'impulsion naît de l'émotion, et l'émotion, lorsqu'elle n'est pas comprise, devient un ennemi invisible.
La colère, l'anxiété, l'euphorie, le désir, tous peuvent être utiles si vous apprenez à les gérer. Ce qui distingue un esprit fort d'un esprit faible n'est pas ce qu'il ressent, mais ce qu'il fait de ce qu'il ressent. Épictète disait que celui qui ne peut se contrôler lui-même sera toujours esclave des circonstances, et c'est vrai. La liberté commence lorsque vous cessez d'être prisonnier de vos réactions. Maîtriser les impulsions nécessite de la pratique. C'est l'art de s'arrêter juste avant de répondre, d'observer ce que vous ressentez avant d'agir. C'est regarder l'émotion sans se laisser emporter par elle. Marc Aurèle l'appelait l'espace entre le stimulus et la réponse. Cet instant minuscule où l'esprit choisit qui a le contrôle, vous ou votre ego. Si vous apprenez à reconnaître cet espace, vous pourrez vous gouverner même dans les moments les plus chaotiques. Les personnes indisciplinées confondent liberté avec faire ce qu'elles veulent, alors qu'en réalité, cela les enchaîne à leurs désirs. Elles agissent par impulsion, parlent sans réfléchir, décident par émotion, puis se demandent pourquoi leur vie semble être un cycle d'erreurs répétées. La discipline ne vous enlève pas la liberté, elle vous donne une direction. Contrôler les impulsions signifie aussi savoir attendre. Tout ce que vous désirez ne mérite pas d'être immédiat. L'esprit impatient cherche une gratification rapide, mais l'âme disciplinée cherche un but. La différence est dans la vision. L'impulsion veut un soulagement, la discipline veut une croissance. Lorsque vous maîtrisez vos impulsions, vous ne réagissez pas à la vie, vous la concevez. Vous prenez des décisions avec perspective, pas avec de l'adrénaline. Sénèque disait qu'aucun homme n'est libre s'il ne peut se gouverner lui-même. Et c'est là la racine du pouvoir intérieur. Il ne s'agit pas d'être froid, mais d'être conscient. Si vous parvenez à rester calme lorsque tout le monde s'agite, si vous pouvez penser lorsque les autres crient, vous avez déjà une longueur d'avance. C'est l'essence de la maîtrise de soi, agir avec intention plutôt qu'avec instinct. Le silence joue également un rôle clé dans ce contrôle. Se taire face à la provocation est un entraînement mental, un acte de force invisible. La discipline ne se voit pas toujours, mais elle se ressent toujours. C'est cette voix qui vous dit « Attends ». Quand tout vous crie, réagis. C'est la capacité de ne pas bouger jusqu'à ce que vous ayez la clarté, de ne pas répondre jusqu'à ce que vous ayez le contrôle. Chaque fois que vous maîtrisez une impulsion, vous renforcez votre caractère. Chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que la colère, la patience plutôt que la précipitation, vous façonnez votre esprit pour résister. La véritable force n'est pas de vaincre les autres, mais de se vaincre soi-même. Lorsque vous y parvenez, le bruit extérieur perd de sa puissance et vos décisions commencent à refléter la sagesse plutôt que l'émotion. Maîtriser les impulsions avec discipline n'est pas un objectif, c'est un mode de vie. C'est entraîner l'esprit tous les jours, jusqu'à ce que le silence devienne votre réponse naturelle au chaos. Car au final, l'homme ou la femme qui maîtrise ses impulsions n'a pas besoin de démontrer son contrôle. Il l'irradie. Son calme impose le respect, sa sérénité inspire, et sa force intérieure parle sans prononcer un seul mot. 8. Laisse ton silence parler pour toi. Le tonnerre fait du bruit, mais c'est l'éclair qui laisse une trace. Il en va de même pour les personnes. Beaucoup font du bruit pour être vus, mais seuls ceux qui agissent en silence ont un impact réel. Dans un monde où tout le monde cherche de l'attention, où chaque mot est lancé sans réfléchir, le silence est devenu un langage oublié, mais puissant. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni de t'expliquer pour être compris. Lorsque ta présence est cohérente, lorsque tes actes parlent plus fort que tes mots, le silence devient ton meilleur discours. Laisser ton silence parler pour toi ne signifie pas te retirer ou te cacher. Cela signifie laisser tes actions refléter ce que tu es. La cohérence se perçoit sans bruit. La sérénité, la force, la sécurité, tout cela se ressent sans avoir besoin d'explication. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de réfuter quelqu'un est de vivre de telle manière que tes actes contredisent ses paroles. C'est l'essence de cette leçon. Démontrer sans démontrer, gagner sans rivaliser, avancer sans bruit. Le silence communique plus que tu ne l'imagines. Il communique le respect lorsque tu ne réponds pas à la provocation.
Il communique la maturité lorsque tu ne te lances pas dans des discussions vaines. Il communique le pouvoir lorsque tu n'as pas besoin de te justifier. Chaque fois que tu choisis de te taire face au conflit, tu envoies un message silencieux. Je ne me rabaisse pas, je ne me fatigue pas, je n'ai pas besoin de défendre ce que je suis déjà. C'est une façon de parler sans mots. Et celui qui maîtrise ce langage apprend à bouger le monde sans avoir besoin de bruit. Le stoïcisme enseigne que le sage ne cherche pas la reconnaissance, il cherche la paix. Et le silence est l'une des formes les plus élevées de sagesse. Non pas parce qu'il t'éloigne du monde, mais parce qu'il te connecte à toi-même. Lorsque tu choisis de te taire et d'observer, tu comprends que tout ne mérite pas une réponse, que toute critique n'a pas besoin de réplique, et que toute offense ne mérite pas d'énergie. Cette compréhension transforme ta façon de te rapporter à la vie. Le silence protège aussi. Tout ne doit pas être partagé, tout ne doit pas être expliqué. Garder tes plans, tes émotions et tes pensées n'est pas de la méfiance, c'est de l'intelligence. Celui qui s'expose trop devient vulnérable à l'opinion des autres. Celui qui garde un silence stratégique conserve son pouvoir. Ce n'est pas un mystère, c'est de l'autocontrôle. Apprendre à garder la bouche fermée lorsque l'ego veut parler est un acte de discipline que peu de personnes arrivent à maîtriser. Sénèque disait que plus tu parles de tes réalisations, plus elles parleront pour toi. À une époque où tout le monde se bat pour l'attention, le silence devient ton avantage. Pendant que les autres parlent, tu construis. Pendant que les autres se justifient, tu avances. Pendant que le monde crie, tu restes serein. Et quand tu parles enfin, tes mots pèsent parce qu'ils naissent du contrôle, pas de l'impulsion. Le silence révèle aussi qui tu es. Il t'apprend à observer comment les autres agissent lorsque tu ne donnes pas d'explication. Celui qui est mal à l'aise avec ton silence montre ses intentions. Celui qui le respecte te comprend. Tu n'as pas besoin de tout dire, car le silence bien utilisé devient une déclaration de caractère. Ce n'est pas du vide, c'est de la présence. Laisser ton silence parler pour toi, c'est comprendre que l'énergie ne se dépense pas à convaincre, mais à construire. C'est savoir que les gens oublient ce que tu as dit, mais se souviennent de comment tu les as fait se sentir avec ton calme, ta fermeté et ta façon de rester debout lorsque les autres s'effondrent. Lorsque tu maîtrises ce niveau de sérénité, tu n'as plus besoin d'être écouté pour être compris. Parce que le silence, lorsqu'il provient de la force intérieure, ne se tait pas. Il impose le respect, inspire et laisse une trace sans prononcer un seul mot.